Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast expert du salon Baby. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence du regard du parent sur le bien-être et le développement de l'enfant. Pour cela, nous sommes avec Julie Mathieu, coach parental. Bonjour Julie. Bonjour. Moi de mon côté, je m'appelle Victor, je suis cofondateur de Gazouille, une application mobile qui propose aux parents du contenu pédagogique professionnel pour accompagner l'éveil de leur enfant de façon simple et ludique. Pour commencer, Julie, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton métier de coach parental ? Oui, alors donc je suis coach parental, c'est-à-dire que j'accompagne les parents à trouver des solutions pour se sentir mieux dans leur relation avec leurs enfants. Donc soit parce que parfois on rencontre des difficultés, parfois ponctuelles, parfois de façon un peu plus marquée avec nos enfants, on se sent pas forcément à l'aise et confiant dans notre rôle de parents. Et donc, je les aide à mieux comprendre ce qui se passe pour eux, mieux comprendre ce qui se passe pour leurs enfants, et comme ça, à trouver leurs propres ressources et leurs propres outils à mettre en place dans leur quotidien. C'est top. Comment, toi, ça t'est venu cette fibre de l'enfance et de l'accompagnement des parents ? Alors moi, avant, j'étais sage-femme, donc j'ai travaillé pendant 11 ans à l'hôpital, et forcément, à un moment, quand je suis devenue maman, il y a d'autres choses qui se sont mises en place, et donc je me suis rendu compte que, en tant que sage-femme, on préparait beaucoup à l'accouchement, au premier jour de vie de l'enfant, mais pas forcément à tout ce que ça allait changer derrière, à la fois dans notre vie d'être humain, dans notre vie de couple, et globalement dans la famille en règle générale. Donc ça m'a amenée à me poser beaucoup de questions, à m'informer, à lire des livres, à faire des formations, et c'est comme ça que je suis tombée sur la formation d'Isabelle Fioza de coach parental, donc de coach consultant en éducation plus précisément. Et je me suis lancée dans cette formation qui a duré 3 ans, et en même temps, ça m'a ouvert l'envie de me former à plein d'autres outils pour accompagner toujours au mieux les parents, et principalement les mamans, parce que c'est surtout les mamans que j'accompagne à l'heure actuelle. Et donc, j'ai intégré d'autres outils de développement personnel, de programmation neurolinguistique qui me permettent d'accompagner encore mieux les personnes que j'ai avec moi. C'est très clair, merci. Et donc, pour commencer directement dans notre sujet, en quoi le regard du parent influence le bien-être et le développement de l'enfant ? Alors, dans cette question, je pense qu'il y a 2 points importants, à la fois le bien-être de l'enfant et ensuite son développement. Donc, dans le bien-être, on peut mettre plein de choses dedans, hein. C'est un sujet hyper vaste. On peut parler des émotions, on peut parler de la confiance en soi, on peut parler du fait de se sentir en sécurité. Et en fait, tous ces éléments, ils sont vraiment profondément liés à la relation qu'il va y avoir entre le parent et l'enfant. En fait, plus on montre à notre enfant qu'on est à son écoute, plus nous, on se sent à l'aise en tant que parent, et plus l'enfant, il pourra lui-même se sentir en sécurité pour exprimer ses émotions et pour se sentir bien, en fait, au quotidien. Donc, quand nous, on a un regard qui est positif à la fois sur l'enfant, sur ses émotions, sur son stress, sur ses comportements, ça permet à l'enfant déjà de se sentir bien, confiant, et donc d'explorer un petit peu, de vivre pleinement les expériences qu'il a à faire. Plus on est disponible, forcément, plus l'enfant il va pouvoir se livrer, se confier, pouvoir nous montrer ce qui se passe pour lui. Et donc ça amène aussi au développement, parce que le développement, ça va être aller explorer, ça va être faire des tests, ça va être essayer des nouvelles choses, que ce soit le fait d'apprendre à marcher, que ce soit d'apprendre à faire quelque chose. Et donc, quand le parent, il a un regard assez positif, assez confiant sur les compétences de l'enfant, et qu'en plus, il est là en tant que soutien, l'enfant, il va pouvoir vraiment explorer en étant en sécurité. Il sait que, quoi qu'il arrive, son parent, il sera là. Et puis, il y a un autre point que je trouve hyper important, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. En fait, je sais pas si tu connais cette étude, Victor, mais c'est une étude très intéressante où en fait des chercheurs ont fait passer des tests de QI à des élèves en début d'année scolaire et ils ont fait filtrer aux enseignants les résultats de ce test, sauf que les résultats étaient faux. Et ils se sont rendus compte à la fin de l'année que les élèves à qui on avait attribué des notes plus hautes que leurs vraies notes avaient plus progressé au long de l'année que ceux à qui on avait donné soit une mauvaise note, soit une note qui correspondait à leur capacité. Donc ce qu'on voit là-dedans, c'est que quand on a l'impression que l'enfant a des compétences, qu'il est fort, qu'il peut y arriver, on va inconsciemment avoir un comportement différent avec lui, des attentes différentes envers lui. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, en tant que parent, qu'on peut essayer de développer, d'avoir ce regard vraiment positif pour que l'enfant, il sente qu'il peut le faire, en fait, qu'il en est capable. C'est super intéressant. En particulier, cette notion d'exploration que j'aimerais bien creuser avec toi. Comment est-ce que toi, parce que l'exploration, effectivement, ça peut être une notion un peu théorique. Ma question pour toi, comment on fait pour explorer au quotidien avec son enfant ?
Alors en fait, au quotidien, c'est surtout l'enfant qui explore et nous qui sommes derrière. Et ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, en tant que parent, on a envie de protéger l'enfant, de l'empêcher de tomber, de l'empêcher de faire des erreurs, alors que finalement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc en étant à côté de l'enfant, en montrant qu'on est disponible, alors évidemment, on assure sa sécurité physique, mais en étant à côté, en disant, voilà, je suis à côté de toi, je t'encourage à le faire. Donc, par exemple, quand un enfant, quand les tout petits commencent à marcher, à attraper des meubles pour se déplacer, à escalader le canapé du salon, par exemple, c'est d'être à côté, en guise de sécurité, en montrant à l'enfant qu'on est là. On a confiance qu'il va apprendre à le faire et que peut-être que la première fois, il va rater, mais que petit à petit, en faisant des erreurs, il va pouvoir rectifier le tir et développer ses compétences. Ça me rappelle beaucoup ces papiers de recherche qui sont issus des États-Unis, qui analysent ce qu'ils appellent les interactions positives. Ils disent que la façon de jouer avec les enfants, effectivement, il y a plusieurs façons. Il y a la façon où on les ignore complètement, il y a la façon dont on joue avec eux, et il y a ces fameuses façons positives où le parent et l'enfant sont intégrés dans un objectif commun, et c'est là où on les a appelés hotspots éducatifs. C'est des moments où l'enfant va le plus apprendre, entre guillemets, ou le plus se développer. Ça me fait totalement écho avec ce que tu dis, c'est très intéressant. En voyant le côté un peu négatif, je m'excuse, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que cela ne risque pas d'être culpabilisant pour le parent ou parfois trop stressant de voir chaque moment comme un petit peu une nouvelle épreuve? C'est vrai que ça peut être vu comme une lourde responsabilité, parce qu'on a la responsabilité en tant que parent d'être là pour notre enfant. Moi, vraiment, j'invite les parents, au contraire, à voir ça comme un pouvoir, en fait, une opportunité. C'est-à-dire que c'est une vraie opportunité de pouvoir accompagner notre enfant à développer ses compétences. Moi, je vois ça comme une invitation au lien, à l'émerveillement, au fait d'observer son enfant et de se concentrer sur ses aptitudes, ses progrès, sa persévérance. C'est-à-dire que nous, quand on regarde notre enfant et qu'on voit qu'il a beau rater 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il va continuer, il va persévérer. Ça change notre regard aussi sur ce qui se passe pour l'enfant et ça nous ouvre en fait une nouvelle voie. Et en plus, il faut savoir que ça joue aussi sur nos perceptions parce que on a tous un filtre par rapport aux informations qu'on reçoit. On reçoit chaque seconde, chaque instant des milliers d'informations par nos yeux, par nos oreilles, par notre peau, par tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Et ces informations, elles viennent pas toutes à notre partie consciente. Et plus on va... En fait, le filtre de ces informations, ce qui va venir à notre conscience, c'est vraiment en fonction de nos pensées. Je pense que tout le monde a déjà remarqué que quand on a un projet en tête, on va voir plein de choses autour de nous qui vont nous faire penser à ce projet-là. Par exemple, l'exemple assez fort, c'est les femmes, quand elles cherchent à être enceintes, à tomber enceinte, elles vont voir des femmes enceintes à tous les coins de rue, comme si d'un coup, il y avait des femmes enceintes partout. En fait, il y en a pas plus qu'avant. On les voit plus. Et donc, si nous, on se concentre sur le côté positif, sur les compétences de notre enfant, on va aussi voir plus les compétences et les côtés positifs de notre enfant. Et donc par rapport à ça, justement, en parlant de difficultés, de moments, de trouver le bon moment, quand c'est pas facile au quotidien, comment on fait? Alors quand c'est pas facile au quotidien, déjà la première chose, c'est de prendre soin de soi. En fait, on a beaucoup envie en tant que parent d'être parfait, de toujours donner le meilleur à nos enfants, de faire le maximum, et c'est super chouette. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas parfait, et c'est mieux comme ça. Notre enfant, il peut pas avoir un parent parfait, ce serait trop difficile après comme modèle à suivre. Donc la première chose, c'est de s'accorder du temps pour soi, de prendre soin de soi, et de pas être dans la culpabilité, mais la responsabilité. Par exemple, ok, là, j'ai pas fait ce que je voulais, comment je vais faire pour que la prochaine fois, ce sera mieux, qu'on passe des moments plus sympas ensemble. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour prendre soin de moi et ne pas hésiter à s'appuyer sur l'entourage, à déléguer parfois certaines choses parce que parfois on a besoin de prendre du temps pour soi et donc on a besoin que peut-être à un moment ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'enfant pour pouvoir ne serait-ce que faire une sieste ou sortir un peu prendre l'air parce qu'on a besoin de ces temps-là en fait pour se ressourcer. Et puis parfois, il faut savoir que ce qu'on vit avec nos enfants, ça va quand même réveiller tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pu nous vivre quand on était enfant. Ça peut aussi titiller un petit peu des manques de confiance en nous ou des choses qui sont un peu fragiles chez nous. Et donc, dans ces cas-là, on peut voir ça aussi comme un cadeau de se dire, OK, mon enfant, quand il fait ça, moi, ça me met particulièrement mal. Mais peut-être que c'est une invitation à aller travailler un petit peu là-dessus, prendre soin de moi à ce niveau-là, et soit je le fais toute seule ou tout seul parce que j'y arrive, soit je me fais accompagner là-dedans pour me sentir encore mieux en tant que parent et aussi en tant que personne. Et donc par rapport à ça, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça va être quoi le rôle du professionnel, par exemple du coach parental, dans le développement de ces routines pour le parent?
Alors vraiment, le rôle du coach parental, il est à plusieurs niveaux. La première chose, ça va être de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement. Pourquoi l'enfant se comporte comme ça? En quoi ça pose problème aussi? Parce que parfois, c'est des comportements qui sont finalement assez naturels chez l'enfant, qui correspondent à son âge, à son développement. On a tendance parfois à oublier que le cerveau de l'enfant, il est pas mature et que toute la partie qui va servir à gérer les émotions, le stress, la réflexion, donc tout ce qui est néocortex, ça met du temps à se mettre en place et c'est en cours de maturation pendant l'enfance. C'est vraiment mature et efficace que vers l'âge de 28-30 ans selon les études. Donc on a quand même du chemin où on a besoin d'accompagner notre enfant. Donc parfois, en fait, c'est juste remettre de la lumière sur qu'est-ce qui est un comportement qui est naturel par rapport à l'âge de l'enfant et donc voir quelles ressources on peut mettre en place pour à la fois soulager le parent et en même temps aider l'enfant à progresser sur ces comportements-là pour mieux vivre ses émotions, pour mieux vivre son stress. Et puis aussi, il y a toute une partie vraiment qui me tient profondément à cœur sur le bien-être du parent. De voir en quoi ce comportement-là est si difficile pour le parent, qu'est-ce que ça lui fait revivre, est-ce que ça fait écho à quelque chose qu'il a vécu pendant son enfance ou qu'il n'a pas eu pendant son enfance, et voir comment on peut aider le parent à prendre soin de lui vraiment en profondeur pour qu'il soit plus disponible, mieux dans sa peau, plus confiant pour ensuite mieux prendre soin de son enfant. Et du coup, finalement, toi, en tant que coach parental, ton travail plutôt, va être plus proche du parent que de l'enfant. Oui, alors il faut savoir que coach parental, c'est un métier assez large et donc il y a différentes façons en fait d'accompagner les parents là-dedans. Il y a des personnes qui vont vraiment prendre toute la famille et jouer sur les relations dans la famille. Il y en a qui vont s'occuper un petit peu plus de l'enfant, à faire des jeux, des dessins à l'enfant. Et c'est vrai que moi, j'ai choisi d'être un petit peu plus axée sur le développement personnel et sur le bien-être du parent. Mais c'est un choix personnel que j'ai fait dans mon approche de mon travail. C'est génial. Merci beaucoup, Julie. C'est la fin de notre podcast. Est-ce qu'on a des coordonnées où on peut le joindre, un site internet? Alors moi, je suis disponible à plusieurs endroits. J'ai mon site internet qui s'appelle sagefamily.fr où il y a une bonne centaine d'articles sur la parentalité, le bien-être du parent qui peuvent permettre déjà de comprendre plus de choses. Et je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ça doit s'appeler Julie Sage Family, ma page, et puis sur Facebook, Julie Mathieu. Génial, c'est top. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous et à bientôt au Salon Web Baby. À bientôt.